Nous, ça fait 15 ans qu'on est en habitat léger. On s'est dit l'autre jour qu'on a fait notre yourte, mais je crois que c'est aussi la yourte qui nous a fait. Et on a fabriqué notre première yourte en autoconstruction. Et je crois que c'était un rêve qui a été matérialisé sous cette forme. Donc on a réussi à trouver ce terrain il y a 10 ans, qui était un terrain, il y avait une prairie, enfin il y avait tout et à la fois rien. On était allé rencontrer le maire, on a acheté le terrain. Et on est tombé sur quelqu'un, en tout cas, d'hyper humain, hyper ouvert. Pour le coup, c'est même lui qui a été moteur sur notre démarche de régularisation et sur l'accompagnement légal. La sobriété et les choix de vie que ça a imposé, l'alternativité du choix de vie que ça a imposé, et puis aussi le fait que c'est vraiment le constat au bout de 15 ans, ça nous a libérés de contraintes financières, nous a redonné un pouvoir sur le temps qui est vraiment moi que je trouve hyper puissant, quoi. C'était un avantage assez considérable d'avoir un hangar un peu cadastré, ce qui fait qu'on pouvait soit le convertir ou soit il y avait une zone sur laquelle il y avait un potentiel de construction de hangar. Ce lieu-là a permis depuis 2 ans que l'activité elle prenne quand même une autre tournure, quoi. Donc ici, il y a 2 entreprises pour l'instant. Il y a Hugues qui est ébéniste. Nous, de cercle en cercle, on est 4. On fabrique des yourtes. Voilà, donc il y a une partie bois avec les machines. Donc on a une scie à ruban, on a une toupie, un combiné Rembrandt, une scie à onglet. Depuis une petite année, une aspiration centrale. On utilise principalement du Douglas pour l'ossature. Pour les portes, c'est du châtaignier. Voilà. Au-dessus, il y a la partie couture. On peut peut-être aller voir aussi. Avec une fosse où j'ai mis ma machine. On coud des grandes parties de laine cousue. On monte ça, on fixe à la couronne et aussi sur les murs. Et après, on met la toile. Les toiles des murs, c'est de la toile nautique, très imperméable, respirante, légère, assez agréable à coudre, avec un fil hydrophobe qui va rendre la couture étanche. Le hangar, il accueille aussi des événements régulièrement, je sais pas, mais au moins une fois par mois, un concert, une fête. Moi, je crois que j'aime bien faire ça, d'accueillir, de partager, d'échanger, d'avoir des moments de convivialité. Voilà. Et ce lieu, il a de plus en plus vocation à ça. Sur le bord de la rive, on fume du vin, et je voudrais que la vie tourne à l'envers, et que le soleil la prenne à revers. Je voudrais revoir la couleur de ta chair sous le soleil brûlant. Ça n'était pas si loin, sur le bord de la rive. Donc voilà, moi je m'appelle Audric, donc j'ai auto-construit la tiny house. Elle fait à peu près 8 mètres de long et 2 mètres 50 de large, sur à peu près 4 mètres de haut, on va dire, grosso modo. Et je voulais avoir en fait un habitat qui me correspond et que j'ai pas à rechanger continuellement en fait. On se rend compte en fait qu'on n'a pas besoin d'une grosse maison. On a tout en fait à disposition comme une maison classique et dans un espace réduit, quoi. Donc c'est un style de vie à part entière. C'est là, on est là et on part par là en fait. Là. L'association Languidiqueur, ça a commencé en 2016 et c'est en 2019 vraiment que le drive fermier a ouvert. Comme Languidic est un territoire assez étendu, c'est aussi grand que Paris intramuros et donc c'est très compliqué à Languidic si on veut aller faire ses courses à la ferme. Et c'est vrai que le drive répondait en fait à cette problématique. Donc au fur et à mesure, le drive fermier a beaucoup plu languidicien. Donc on a décidé d'ouvrir la boutique du coin. Nous avons une quinzaine de bénévoles qui viennent pour nous donner un coup de main de temps en temps, qui viennent des permanences, qui viennent pour préparer le drive. Et c'est au fur et à mesure en fait des demandes des gens que l'association a évolué. Voilà, et donc c'est là que la recyclerie a vu le jour aussi. Il y a des gens qui passent dès que la boutique est ouverte, ils aiment bien voir s'il y a des nouveautés. Il y a des personnes qui viennent vraiment parce qu'ils ont besoin de quelque chose. On a aussi des brocanteurs qui viennent et donc on fonctionne comme des grands et ça on en est fiers.
fait, l'atelier partagé, c'est parti d'un constat tout simple. En fait, on a beaucoup de mal à se loger. Et les artisans, c'est pareil. On a beaucoup de mal à trouver un atelier. Voilà, ça fait beaucoup d'investissements. Ça, plus les loyers qui deviennent de plus en plus chers. Et quand on est particulier, on n'a pas tous les outils. À quoi ça sert d'avoir tous les outils? Donc nous, en partant de ce problème-là, on s'est dit, en fait, on va se faire un colloque. Donc un endroit de coworking. Donc on a acheté un local, un Zinzac-le-Christ. Dans ces 1000 mètres carrés, on va faire plusieurs pôles. Donc un pôle bois, un pôle métal et un pôle composite finition. Et à côté de ça, un pôle créateur qui va ressembler un peu à un Fab Lab, si on veut. Donc la coopérative, elle va acheter les machines, faire l'équipement de l'atelier et elle va gérer le quotidien. Donc voilà, l'idée c'est que dans cette grande boîte de 1000 mètres carrés, on recrée des ateliers et en plus de ça, on fait des bureaux, des salles de réunion, des grands espaces pour monter un projet à l'intérieur. Si avec ça, on n'arrive pas à faire de la low-tech, c'est qu'à un moment, on n'est pas très bon, quoi. Et à côté de ça, même si on est un particulier, qu'on sait travailler, mais que chez soi, on n'a pas la place, pas les outils, on peut juste venir utiliser notre atelier. Il y a des week-ends où on va ouvrir pour, projeter un film, faire un concert, je sais pas, ça peut. L'idée, c'est d'avoir ce grand lieu, faut qu'il vive, quoi. Il faut qu'il serve à plein de choses. Donc je vous présente en exclusivité mondiale la Charavane. Donc c'est un prototype. L'idée, c'est de proposer une alternative au van aménagé, mais pour pouvoir partir à 2 adultes et 2 enfants dans un espace réduit tracté par un vélo. Donc là, on est en configuration banquette pour pouvoir manger avec 2 adultes, 2 enfants dedans. Ouais, et après, il y a le lit, je vais vous montrer le lit avec le lit des enfants. Merci. À Réseau Habitat, on est là depuis mars 2023 officiellement. Notre manière de fonctionner aussi, c'est de la co-construction. Alors, ce qui nous a poussé à agir, c'est de améliorer les conditions de l'habitat sur le territoire de Lorient Agglomération en utilisant le réemploi des matériaux du bâtiment. Un des premiers facteurs majeurs qui impacte la santé, c'est le logement. La matériothèque, c'est pas une matériothèque uniquement pour faire des choses pour les propriétaires, l'intérieur et la maison. C'est une matériothèque qui redistribue, mais qui priorise les personnes en situation de santé mentale fragile. Il y a l'extérieur, il y a la question de la végétalisation. Ce sont des choses aussi qui sont prônées dans la question de la santé et de l'habitat, en fait. La ville qui apporte le soin, c'est une ville qui est pensée autrement, qui est vécue, qui est habitée par les gens, et c'est très important pour nous, cette dimension. On intervient sur les quartiers prioritaires de la ville, donc on a des actions avec les habitants dans la réappropriation de son quartier, et notamment par l'intermédiaire des Repair Café. Les compagnons bâtisseurs en font depuis 2017, on a commencé sur Lanester, sur Lorient, sur Hennebont. Déjà, ça va permettre de sensibiliser les gens à la technologie, au développement durable, à travers la réparation guidée, qui va être réparation du petit équipement électrique, le matériel hi-fi, les jouets, mais on ferait pas ces repairs aussi sans partenaires, comme Défi par exemple, pour tout ce qui va être réparation d'ordinateurs, d'imprimantes, et aussi des partenaires au local, je veux dire par exemple des couturières qui sont près de nos lieux. Ça permet aux personnes qui viennent de devenir autonomes, ça a un gain évidemment économique, et puis bien sûr faire du lien social. Alors la SCI courte échelle, c'est 397 associés qui prennent des parts donc dans notre SCI pour pouvoir acheter des terres agricoles
bio. Le lieu ici, il n'est pas anodin. On est là à Kerguer sur une terre qui, à la mairie de Lanester, on s'est rendu compte que c'était des terres bio. 25 hectares bio à Lanester, accessibles. On s'est dit c'est pas possible de les laisser partir. Donc, il fallait trouver une solution. Et donc, on est une ferme qui a été rachetée par la SCI. Et ici, on cultive avec une entreprise d'insertion, 2 encadrants techniques et 3 salariés en insertion. On a 3 hectares de maraîchage. On a un atelier de 250 poules et en projet, on va essayer de développer un atelier grande culture. On est en discussion pour développer un petit peu plusieurs formations différentes. Pour l'instant, on est plutôt sur des actions de formation en situation de travail. Pendant 10 ans, le Low-Tech Lab, ça a été des grands projets d'exploration, d'expédition. Mais la démarche, c'est pas juste des objets, c'est continuellement questionner nos besoins et voir comment on peut faire autrement. Deuxième aspect, c'est changer notre relation à la technologie. Et ça nous amène à nous demander collectivement ce à quoi pourrait ressembler une société low-tech. On a vu que sur les territoires sont nées des communautés de personnes qui agissent pour faire en sorte que les low-tech soient au goût du jour, qu'elles soient qu'il y ait des actions de sensibilisation, des ateliers. On se dit qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir être support pour toutes ces communautés au niveau local et de les accompagner d'une part à se développer, mais aussi à s'unir pour porter une voix, une low-tech qu'on pourrait dire près des gens, donc qui s'intéresse au lien que crée la low-tech, le lien que fait revivre la low-tech. On se retrouve, on fait un low-tech tour. Quand on se balade comme ça, comme aujourd'hui, à 20 vélos avec des charavanes, des vélos cargo, croyez-moi, je pense qu'on a un gros pouvoir de questionnement chez les gens. Bienvenue au village Colibri. Je suis arrivé sur l'idée du village Colibri. Je voulais m'inspirer de plusieurs projets. C'est 3 pôles. C'est à la fois du logement, un pôle de sensibilisation et un pôle d'innovation. Là, on a une friche de 5000 mètres carrés. Et là, l'idée, ce serait de mettre en place des différents types d'habitats réversibles, des logements plus minimalistes qui n'ont pas d'impact durable sur les terrains d'installation. Donc, tiny house, yurt, logement modulaire, maison conteneur, pas yurt. Et puis après, si on peut mettre en place différentes structures encore, ce serait super intéressant. Avec des espaces communs. Et pour loger ceux les plus impactés par la crise immobilière, étudiants, retraités, jeunes travailleurs, familles monoparentales, mais pas que. L'idée, c'est d'avoir vraiment une mixité sur le lieu. Donc le but là, c'est d'avoir 9 habitations qui serviraient pour les étudiants, 8 pour les particuliers. Il y a 4 emplacements qui seraient réservés pour les personnes qui ont déjà leur habitation. Et les 4 derniers emplacements, là, seraient plus axés séjour court. Aujourd'hui, Village Colibri, c'est une association, mais le but, c'est que ça se transforme en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, où là, on intégrerait la ville, on aurait l'UBS qui serait dedans, les habitants auraient leur mot à dire sur l'évolution du lieu. Le projet de l'îlot Kerguer est né de la découverte d'un lieu en 2020 à Guidel à la sortie du Covid. Un ancien centre de vacances à quelques encablures de l'océan sur 6 hectares cherchait des repreneurs pour lui donner une seconde vie. Il semblait vraiment urgent de préserver ce site incroyable au cœur de la réserve naturelle régionale des étangs du Loch et sa biodiversité. Réhabiliter l'îlot, c'était garantir la pérennité de ses écosystèmes. Aujourd'hui, l'îlot Kerguer se prête à tous les projets. C'est un ensemble de 6 hectares de terres agricoles, prairies, parcs, talus arborés et zones humides, sur lesquels se trouvent plusieurs bâtiments et infrastructures. Là, c'est donc l'ancien manège. Il y a une partie qui va être, je pense, récupérée par les maraîchers. Et sinon, il y a nos poules qui sont des poules réformées, poules pour tous. Nous, on les a adoptées. Et on fait de la médiation animale comme ça avec. Une nouvelle ferme maraîchère est en place en cogestion avec Optimisme. Elle s'étend sur 6000 mètres carrés, sans serre à cause de la proximité avec l'océan et la loi littorale. Et cette ferme fournit les cuisines de l'îlot ainsi qu'un marché en libre service ouvert au public toute la semaine.
Et au fond, on a de la pâture, on a des chèvres et des moutons, c'est pareil, réformés. Donc là, c'est le jardin pédagogique. Donc là, on fait des animations avec les enfants. Et l'idée, c'est aussi que ce soit un lieu un peu d'expérimentation. Avec l'agglo, on a un gros pavillon de compostage. Vu que c'est nous qui faisons tout, on a beaucoup de déchets alimentaires. Et du coup, on composte tout ici. Je crois qu'on avait estimé à 2 tonnes l'année dernière. Qu'il s'agisse d'organiser des colonies de vacances ou des classes découvertes, qu'il s'agisse de mettre des espaces à disposition des entreprises pour des séminaires par exemple, qu'il s'agisse de louer l'îlot pour un événement privé, qu'il s'agisse d'organiser une animation à destination du grand public, le fil rouge de l'îlot est de préserver la biodiversité dans toutes les propositions et servir, pourquoi pas, de modèle à celles et ceux qui y trouveraient du sens. Avec l'espoir que chaque personne qui viendra à l'îlot en repartira avec au fond de lui l'envie de respecter le vivant dans son quotidien et de transmettre à son tour. L'entreprise s'appelle Ezeo, donc ça veut dire c'est facile. L'objectif c'était d'enseigner l'autonomie énergétique dans la maison. On a environ 250 stagiaires par an. Et ce qui nous anime, c'est de pouvoir transmettre et de pouvoir faire que chacun puisse avoir cette compétence. Donc c'est notre défi, c'est de réussir à rendre tout ça facile. Bon nombre de personnes ont envie de faire par eux-mêmes leurs installations, ont envie de poser par eux-mêmes leurs panneaux solaires. Et l'idée, c'était de dire, OK, on va mettre en place une formation pour leur apprendre à le faire. Et puis, leur apprendre aussi à fabriquer le panneau solaire. Quand il n'y a pas de soleil, on dit, ah oui, mais il faudrait que, en hiver, comment je fais, tout ça. Et donc, le poêle bouilleur va générer ça, va pouvoir produire de l'eau chaude. Donc voilà, vous êtes ici dans le nouveau bâtiment qui vient d'être terminé là, il y a à peine 6 mois. On apprend à installer des systèmes de chauffage pour pouvoir raccorder différents organes, différents tuyaux. Voilà, on va apprendre tout ça. On va apprendre toute la partie électrique, donc la partie photovoltaïque. Il y a aussi une formation dédiée à ça. Ce qui nous permet, derrière, on a une expérience réussie et ça y est, enfin, on peut le faire chez nous. Déjà, pour tout le monde, c'est une victoire de se dire, je vais faire mon système de chauffage pour ma maison, pour moi. Et à la fin du mois, les factures, ah ouais, il n'y a pas grand-chose à payer. C'est ce qui a été consommé la nuit, voilà, les appoints. Je vous invite à me suivre. Donc ça, c'est ce qu'on enseigne dans les formations. Les onduleurs qui travaillent sur des batteries, les onduleurs qui ne travaillent pas sur des batteries, qui mettent tout en direct, et les onduleurs qui travaillent d'une manière spécifique en lien avec les batteries. Ici, là, sous les yeux, vous avez tout simplement un peu les pièces détachées des poêles à bois, par exemple. On dessine le poêle à bois en intégralité. Ça, c'est le nouveau bloc énergie. C'est le bloc énergie qu'on met à l'intérieur de la maison. Il y a aussi un qu'on peut mettre à l'extérieur. Il y a 1000 litres, sinon il y a 800 litres, 500 litres, tout ça. Donc après, c'est du plug and play. Tous les tuyaux sont là-haut. Et puis, on branche le poêle bouilleur ici. On branche l'eau chaude sanitaire ici. Les nourrices de eau chaude, eau froide, hop, on branche ça dessus. Et puis après, on branche tout et puis ça part, ça démarre. Le projet est né de Escale Ouest, donc une entreprise de transport de passagers de la rade de Lorient là, qui souhaite décarboner son activité. Suite au constat que beaucoup de bateaux sont encore équipés de moteurs diesel, et on a cherché une solution drop-in, donc qui permet de, sans aucun changement sur le bateau, de proposer un carburant alternatif à partir d'huile de friture, d'huile alimentaire usagée. L'idée, c'est de collecter vraiment l'huile localement, parce qu'aujourd'hui, l'huile, elle est déjà collectée, en fait, et réutiliser le produit de cette transformation localement, pour éviter des transports inutiles. Bon, on parle quand même de carburant, donc pour certains, c'est pas très low-tech, mais en réalité, la manière de le produire on va s'en approcher le plus possible. On réfléchit déjà à mettre du solaire thermique pour chauffer ou du poêle bouilleur de Ezeo pour chauffer notre mélange. Donc on a envie de faire un truc vraiment assez vertueux pour développer la souveraineté énergétique du territoire et proposer un mix énergétique un peu plus large. En gros, la recette, c'est de mélanger 1 litre d'huile avec 250 ml d'ester. Donc l'ester, c'est un alcool, et un petit peu de catalyseur, du KOH pour ceux qui s'y connaissent. Et ça nous donne environ 1 litre de biodiesel, environ 250 ml de glycérine. Et donc ensuite, ça, on le laisse décanter. On récupère le biodiesel, on récupère la glycérine et on peut réutiliser la glycérine dans l'étape suivante. Donc nous, on est en train d'essayer de faire avancer ce projet. On est en association et on veut passer en coopérative en SIC.
pour intéresser les acteurs privés et publics comme la communauté d'agglo, comme les futurs clients, les futurs fournisseurs qui seront les agroalimentaires de la région, sans compter les cuisines collectives et la quelques centaines de restaurants qu'on a sur la collectivité. On a identifié que le gisement qu'on pourrait récolter fait environ 1500 mètres cubes à l'année. Et ça permettrait de faire tourner à la fois les bateaux d'Escale Ouest, les bateaux bus et les bateaux de Groix. Manœuvre pour partir à Maison Glace. Ici, Gave, on est sur un territoire qui fait 690 habitants. Ça peut être un immeuble à Paris. D'immeuble à Paris, il y a 600 habitants dedans. On est sur une emprise militaire. C'est un site qui a 300 ans d'histoire militaire. C'est le grand cordon dunaire qui va de Gavre jusqu'à Quiberon. Donc c'est 35 km de dunes ininterrompues qui commencent juste ici, là, et propriété quasi intégrale de l'armée. Et ça a préservé d'ailleurs le paysage. Quand on laisse après la nature tranquille et reprendre ses droits, il se passe des choses sympas. Ce site-là est démilitarisé en 1947 et l'armée décide de construire un centre de vacances pour enfants. Et quand on est arrivé ici en 2018, la colo était abandonnée déjà depuis 10 ans. L'armée était en train de vendre le site pour installer un promoteur touristique dessus. Et la mairie a fait le choix de refuser. Ils ont préempté en disant que cet endroit-là devait pas servir à ça. Pour la mairie, la priorité, c'est ramener de la vie et des projets. Pour faire des choses beaucoup plus concrètes, locales, avec une boucle de rétroaction plus rapide sur les enjeux climat. Et ça a pris la forme de Maison Glace, donc ce tiers-lieu. On accueille plein de séminaires, plein de choses de ce type-là, etc. Des choses qu'on va faire comme aujourd'hui. Notre programmation, donc 80 événements par an sur ces sujets-là. De l'alimentation, de transport, ce qu'on veut, quoi. À partir du moment où ça a un propos sur adapter, apprendre ensemble, faire ensemble. On est entreprise d'insertion ici et on est centre de formation. Donc en tant que tiers-lieu, l'enjeu c'est de dire on fait le pari du lien social pour faire émerger les solutions d'adaptation. C'est ça ce qu'on essaie de porter avec un projet comme Maison Glace. Eh bien, on fait aussi le pari du lien social entre non-humains pour faire émerger les solutions d'adaptation. On a une responsabilité sur nous, sur le vivant, sur nos milieux. Mais en plus de ça, on a une responsabilité supplémentaire, c'est que les milieux qu'il y a ici sont des milieux remarquables. Et on en a notamment sur le haut des soutes, qui sont des milieux qui sont protégés, en fait. Entre la faune, les végétaux, la chaîne trophique et diversifiée, etc. Plus tout ça est fort, plus ils arriveront à se protéger, à coopérer, pour faire en sorte de s'adapter à quelque chose qui est l'évolution des températures, de l'hygrométrie, du stress hydrique, etc. Gave, c'est quoi? C'est 2 cailloux de granit, sont reliés ensemble par un banc de sable, ils sont reliés au continent par un autre banc de sable. Donc c'est un territoire qui est maritime et qui, en 1947, travaux de réparation de guerre allemands, ont créé la route. Et cette route qui a été créée, elle a intégralement modifié la manière dont le territoire s'organise. On n'est plus obligé de s'organiser comme avant, c'est-à-dire avoir le maximum de services sur place, quoi. On a un territoire qui s'est progressivement détourné de la mer, en fait, et s'est aménagé contre la mer à partir de la fin des années 50. Et la mer, elle aime pas ça. C'est la grande parabole de nos vies modernes, quoi, mais c'est que l'homme a oublié les milieux dans lesquels il habitait. Et donc, on sait qu'on a un scénario d'élévation du niveau des océans. Alors, qu'est-ce que ça donne sur Gave? Ça donne une île. Ça donne une rupture de la continuité territoriale. En fait, ça donne la même situation qu'on avait il y a 3 siècles, quoi. 3-4 siècles, quoi. En gros, quand on n'avait pas aménagé. Tout simplement, la nature, l'océan est en train de reprendre ses droits. La question, c'est quel est notre horizon de vie en 21e siècle sur un territoire comme ça? Est-ce qu'on continue de se battre contre l'océan? Est-ce que c'est ça notre horizon de vie? Est-ce qu'on continue de monter des murs et de se dire, en fait, on va gagner contre, on va faire de la défense contre? Ou est-ce que notre horizon de vie, c'est plutôt de nouer de nouvelles alliances? Et de se dire, on va se réconcilier avec la mer. On va juste accepter qu'on vive sur un territoire qui est un territoire éminemment maritime, éminemment littoral, et que la mer, c'est pas notre ennemi. La mer, en fait, on peut faire plein de choses avec. On peut manger avec, on peut se transporter avec.
on peut habiter avec. Donc tout ça fait que il y a aussi une vraie urgence à revisiter notre modèle économique, à se dire comment est-ce qu'on travaille notre continuité d'activité. Donc ça coévolue avec son milieu, ça s'enrichit de plein de choses, de plein de projets, de ce qu'amènent les usagers, de ce qu'on va amener les partenaires, etc., etc. Et on porte tous des utopies concrètes comme ça. C'est ça qui est génial. Alors c'est encore plus fort quand on se met en réseau et qu'on pousse dans le même sens, quoi. Je m'appelle Antoine Roger. Je suis Cédric, je viens de Nantes. Je suis Noémie, je suis venue de Libourne. Je m'appelle William, je viens de Lorient. Moi c'est Eve. Dorothée. François. Laurence. Adeline. Lisa. Serge. Je suis venue ici avant tout par curiosité. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui était le domaine du low-tech. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis un moment. Mais je suis encore jamais vraiment passée à l'action. Et puis je sais que c'est aussi un milieu où il y a des gens très intéressants. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu sur le Low-Tech Tour. Ça me permet de faire une semaine de vacances autour du pays de Lorient que je connais pas. Puis c'est une manière, je trouve, un peu originale de faire du tourisme, un peu un tourisme 2.0. Afin de pouvoir moi-même l'utiliser ensuite, afin de pouvoir moi-même peut-être transmettre. Ce que je retiens de ce Low-Tech Tour, très riche humainement, plein de contacts, plein d'échanges. La vie en collectif, le fait d'écouter chacun, d'apprendre à se connaître, de s'adapter aux autres. J'ai pu rencontrer plein d'acteurs du territoire, voir que toutes leurs initiatives et puis voir qu'en fait la low-tech ça s'inscrit dans plein de démarches différentes. Ils avaient tous un projet différent mais qui se rejoignaient tous par le fait d'améliorer notre société. C'est juste incroyable parce que chacun peut s'aider, chacun peut t'aider à innover et en fait c'est ça qui va t'amener en fait, à l'intégrer de plus en plus dans ton quotidien. De voir cet élan collectif vers une société plus juste, plus éthique, désirable parce que les projets sont beaux, ils donnent envie. Donc j'ai l'impression qu'on a déjà un beau collectif autour du sujet. L'énergie que les personnes qui ont entendu parler de ce Low-Tech Tour nous renvoyaient en nous disant mais c'est génial ce que vous organisez, c'est super. Grand coup de cœur sur la bulle. Déjà c'est une bulle... Un peu dans une bulle pendant une semaine. Et vraiment cette semaine elle a été au-dessus de toutes mes attentes. Les espérances ont été plus que comblées. J'ai appris beaucoup de choses. Ça nous a apporté beaucoup d'informations, ça nous a apporté beaucoup de notions. C'était une parenthèse vraiment très très chouette avec plein de très très belles rencontres. C'était vraiment une super expérience. Voilà, je suis déjà triste que ce soit fini. J'ai eu un déclic il y a quelques années sur la nécessité de ralentir et de modifier nos manières de vivre, de consommer. Pour moi, cela ne passait que par un changement de vie radical. Trouver un terrain préservé, installer des habitats réversibles, idéalement à plusieurs, afin de mutualiser les espaces, les outils et les compétences, ainsi que pour partager des moments conviviaux, se soutenir et ne pas se sentir isolé. Le but ultime, viser l'autonomie au max. Pour éviter les contraintes du style passer sa vie à bosser pour payer ses prêts et faire un burn-out parce que surmené, et avoir plus de temps pour faire des choses qui ont du sens. C'est un peu extrême, je le concède, mais vous voyez l'idée. Après 5 jours à pédaler avec le Low-Tech Tour, j'ai aussi réalisé que la low-tech n'est pas seulement réservée aux initiés et qu'il y a un réel souhait à la rendre accessible à tous et toutes. Cette semaine m'a aussi permis de participer à un événement riche en rencontres humaines, en moments de partage et d'échange. D'être pendant un temps dans une petite bulle d'enthousiasme, de joie, de chaleur humaine qui donne de l'espoir et qui m'a rempli d'énergie et de gratitude.